Ça vous rappelle quelque chose? Il y a 20 ans, on avait son modem, on allait sur Internet, il y avait un temps quand même qui était relativement long, il fallait être patient, bien sûr, là. Comme je dis, je vous parle d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître, pour reprendre une parole de quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et il y a 20 ans, il nous fallait plus de 3 minutes pour télécharger un seul mégaoctet. Ça évoque maintenant, quand on se plaint de notre débit qui n'est pas suffisant, ça peut rappeler quelques souvenirs. Effectivement, donc il y a 20 ans, nous allions sur Internet. Aujourd'hui, nous n'allons plus sur Internet, parce que nous sommes dans Internet. Nous sommes, et Marc Leclanche nous le rappelait dans son introduction, dans un écosystème numérique, dans une révolution numérique qui impacte toutes nos vies personnelles, nos vies citoyennes, nos vies professionnelles et bien sûr notre santé. Bien que la révolution numérique soit finalement plus récente à l'hôpital, elle ne fait pas exception. On l'évoquait dans l'introduction, dans l'optimisation que peut avoir des blocs opératoires, mais pas seulement, dans l'aide au diagnostic médical, dans l'optimisation des mouvements patients, dans la gestion des stocks, dans les mouvements RH, l'IA et le Big Data ébauchent de nouvelles perspectives qui sont à la fois porteuses de belles promesses et aussi, il faut bien le dire, de craintes. On n'a jamais autant parlé de l'IA et de la data, et il suffit de regarder, d'écouter l'actualité, on entend des choses très optimistes, on entend aussi parfois des choses très très pessimistes, avec des gens qui craignent que demain l'IA va totalement nous remplacer. Et donc, quand on pense effectivement IA, on pense ces deux scénarios à la fois très enthousiasmants, des vraies optimisations, une aide très précieuse et aussi beaucoup de craintes. Alors, du côté de la santé, comment l'IA et le Big Data vont impacter votre métier, notre vie aussi en tant que patient? Faut-il espérer, faut-il les craindre? Et bien voilà, l'objet de cette table ronde, c'est de débattre de toutes ces questions, l'intelligence artificielle et le Big Data au service de la santé. Et alors, pour parler d'intelligence, il nous faut forcément des invités intelligents. Ça tombe bien, j'en ai amené 3, donc c'est parfait. On va commencer effectivement sur la droite. Jean-Marc Le Drian. Jean-Marc Le Drian, vous êtes responsable du secteur santé pour SAP France. Ce secteur intègre différentes composantes. Attendez que je les affiche. Voilà. Comme ça, tout le monde peut voir un peu mieux vos visages. Donc intègre à la fois les opérateurs de santé, les hôpitaux publics comme la PHP, les cliniques privées comme le groupe Elsan, les instituts de recherche comme l'Institut Pasteur, l'INSERM, l'établissement français du sang, sans oublier les centres de lutte contre le cancer comme Gustave Roussy. Également les EHPAD, et vous collaborez également avec le ministère de la Santé. Au milieu, Yasser Gebari, vous êtes, comme on le disait dans l'introduction, cofondateur et CEO de Dipor, diplômé des mines ParisTech, de l'université de Berkeley, de Polytechnique, ingénieur. Vous avez exercé en Chine, en France et travaillé pendant 3 ans aux USA pour Air Liquide avant de créer votre start-up il y a 2 ans, qui, on le disait dans l'introduction, a été primée. Cette start-up, donc Dipor, qui est le premier assistant intelligent pour optimiser la gestion des salles d'opération. Et votre système offre des fonctionnalités qui sont basées bien évidemment sur la donnée, sur le big data, sur l'intelligence artificielle, et qui permet effectivement une optimisation des décisions d'allocation de ressources en temps réel. Et puis, à ma droite, David Boussard, directeur adjoint de Cepage, jusqu'au mois de janvier, ça tout le monde l'a compris. Une carrière dédiée au numérique, un début chez Kodak, Usinor, puis Arcelor, dans le cadre de leur projet numérique, avant de rejoindre Cepage en 2005, au poste de directeur de projet, puis directeur du pôle édition logicielle, et aujourd'hui directeur adjoint de Cepage. Vous êtes également vice-président de l'ASINFA, donc l'Association des structures d'informatique hospitalière publique et autonome, et vous avez été pendant 6 ans, membre du conseil d'administration d'Interop Santé, œuvrant pour la standardisation informatique des domaines de santé. Alors, l'IA, comme je le disais en introduction, l'IA, le Big Data suppose beaucoup de questions, à la fois des promesses, à la fois des craintes. Les algorithmes sont partout. Et la première question que j'aurais serait peut-être pour vous, Yasser, puisque vous êtes vraiment au cœur de l'IA. Il y a 2 craintes, en fait, qu'on entend par rapport à l'IA.
à la fois l'IA va nous remplacer, notamment on peut voir ça dans le diagnostic histologique, par exemple dans les hôpitaux, chez les radiologues, dans la logistique. Et puis aussi, la deuxième crainte, c'est qu'elle va décider à notre place de notre santé. Et on voit bien aujourd'hui, peut-être que certains dans la salle ont des montres connectées qui leur donnent en temps réel des éléments de leur santé, leur pouls, est-ce que vous avez fait assez de pas depuis ce matin, votre état de tension artérielle, bref, différentes données. Mais on a effectivement à l'hôpital de plus en plus des dispositifs médicaux connectés, enfin qui en tout cas, sont ou perçus comme des aides à la prise de décision, ou je vous dis effectivement comme des craintes. Alors, quelle est votre vision, vous qui êtes au cœur de cette révolution numérique? Bonjour, merci de me donner la parole pour commencer déjà. Ça c'est une question difficile pour commencer, mais moi j'ai une vision assez optimiste de l'intelligence artificielle, optimiste avec beaucoup de concessions, mais en tout cas globalement optimiste. Alors, juste pour préciser un point, on parle d'intelligence artificielle. Les gens qui sont, on va dire, habitués et familiers avec le terme, on sait qu'on parle en général d'intelligence artificielle faible et d'intelligence artificielle forte. Je pense que c'est important de garder quand même cette séparation entre les deux quand on parle d'intelligence artificielle. Toutes les applications aujourd'hui qui sont sur le marché ou qui sont en train d'arriver sur le marché de la santé, c'est de la pure intelligence faible. On n'a aucune application d'intelligence forte qui est présente ou qui sera présente dans les années à venir. Donc, une intelligence artificielle faible, c'est une machine qui simule le raisonnement humain et qui sait mieux faire sur certaines tâches bien spécifiques qui demandent beaucoup de calculs, beaucoup de données pour l'apprentissage. Donc la notion d'apprentissage est extrêmement importante. On parle vraiment de cette intelligence artificielle qui est basée sur l'apprentissage. Est-ce que cette intelligence artificielle va décider à notre place demain? Absolument pas. Sur le domaine de la santé, au moins sur la partie clinique, la prise de décision médicale, elle se base sur de la donnée qui existe dans le système d'information, effectivement, mais elle se base aussi sur tout un tas d'informations qui sont quantifiables et d'autres qui sont juste perceptibles et qui ne sont pas quantifiables. Donc le métier du médecin, c'est de prendre une décision médicale en se basant sur tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a aucune intelligence artificielle qui permet de le faire. Après, est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de prendre de meilleures décisions? C'est là où j'ai la vision optimiste. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que pour prendre justement cette décision, qu'elle soit médicale ou non clinique, elle doit se baser sur énormément de données. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus de ces données-là. L'intelligence artificielle, son rôle, c'est de permettre de synthétiser, en tout cas dans notre vision et dans notre mission chez DeepOr, c'est de synthétiser ces données qui existent avec une très grande volatilité, une très grande variabilité, une très grande volumétrie, et de l'apporter aux décisionnaires pour qu'ils puissent justement prendre une décision la plus pertinente possible. Okay. Jean-Marc Le Drian-Bouch et SAP, comment vous abordez cette question de la donnée et de l'intelligence artificielle? Alors, je m'inscris totalement dans les propos qui ont été donnés. SAP a récemment fortement fait évoluer sa stratégie, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui est au cœur de sa stratégie. Et on a embarqué cette intelligence sous différentes formes, les algorithmes et autres, dans tout notre portefeuille de produits. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une vision très optimiste, mais qui est confortée par la demande de nos propres clients, et quelle que soit l'industrie qui fait cette demande, dont la santé, on a effectivement, je veux dire, réaménagé notre stratégie pour mettre cette intelligence au cœur de cette stratégie SAP. Et comment, du coup, Cepage, quelle est votre position, pas forcément en termes de projet, mais de vision, peut-être même encore pour demain, mais comment vous pensez cette question de l'intelligence artificielle et de la data plus globalement? Alors déjà, dans la salle, on doit se demander ce que fait Cepage à ce genre de table ronde. Parce que Cepage adresse aujourd'hui des logiciels qui sont sur le domaine administratif. Et on est quand même loin aujourd'hui des problématiques d'IA et de big data.
Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'intérêt de ces pages, c'est la donnée. C'est-à-dire qu'on est en amont de la donnée. Et si ces pages a la capacité à délivrer des logiciels qui permettent de donner des données fiables en amont, ça va permettre derrière de construire des systèmes qui vont alimenter des algorithmes dits intelligents. Et c'est comme ça qu'on commence à se positionner aujourd'hui. Déjà, satisfaire des logiciels capables de fournir des données propres. Et je crois que ça, c'est un élément essentiel dans la big data et l'intelligence artificielle. Les algorithmes ne fonctionneront pas si on a en amont des données qui ne sont pas propres. Et du coup, là, je sais qu'on avait échangé en préparant Jean-Marc Le Drian. La question de la donnée propre, c'est aussi une question qui vous tient à cœur, mais d'ailleurs, chez vous aussi, il y a Serge Barry. Mais quelle est votre position chez SAP, justement, dans cette récolte de la donnée propre, pour reprendre le terme, effectivement, de David Boussard? Alors, effectivement, je disais que SAP avait repositionné sa stratégie autour de l'entreprise intelligente et basée sur 4 points forts. On va capter l'information, on va la stocker, on l'analyse, on va faire du prédictif et ensuite on va déboucher sur une action. Mais effectivement, je rejoins totalement vos propos, la faiblesse de la qualité de la donnée en entrée est le point noir du big data et ensuite de l'intelligence artificielle. Si vous n'entrez pas une bonne information, vous ne pourrez pas en sortir un bon résultat. Oui, parce que il y avait une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps de l'ASCO, donc l'American Society of Clinical Oncology, qui a fait son congrès mondial à Chicago en juin dernier, et qui réunissait quand même 39 000 cancérologues, donc ça, je pense que ça peut faire référence. Et dans les différentes publications, une était intéressante, elle disait que seulement 3% des données sont éligibles. Absolument. Donc c'est très faible sur la masse de données qu'un hôpital peut récolter. Et donc on a la chance effectivement de travailler avec l'ASCO, avec Gustave aussi en France et en Europe. Et aujourd'hui, effectivement, leur première quête est d'augmenter la qualité de cette information pour avoir une masse d'informations fiables suffisante sur laquelle va pouvoir être opéré ces algorithmes. Mais l'alternative, entre guillemets, à cette faiblesse d'information, c'est de se relier ou d'allier, entre guillemets, différentes sources de données pour augmenter cette masse d'informations fiabilisées. Et qu'est-ce qui fait que, là je pose vraiment la question à tous les trois, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la masse d'informations, qui est quand même très très importante, seul vraiment un très faible pourcentage est qualitatif et exploitable? Vous avez, je pense que tous les deux vous avez une réponse, mais là c'est marrant parce qu'on, enfin c'est pas marrant, c'est intéressant parce qu'on a une réponse d'un côté administratif, puis une réponse effectivement au sein du bloc opératoire et de la santé. Alors du côté peut-être de la santé, du comment et du bloc opératoire. Alors nous, la donnée du bloc opératoire, par exemple, sur le déroulement d'une opération, la personne qui doit saisir les informations pour documenter une opération, elle a aussi d'autres tâches en parallèle. Donc en général, elle s'occupe de la tâche clinique d'abord, et ensuite elle documente. Et donc, pour être très très concret, si on veut avoir des algorithmes décisionnels qui recommandent des actions en temps réel, c'est pas possible, parce que la donnée justement n'est pas saisie en temps réel. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est le type de données qui est saisi. Quand on a une donnée dans un tableau, là, je vais être un peu technique, mais si on a une donnée dans un tableau avec des colonnes qui ont un nom, c'est facile à exploiter, on peut faire des statistiques dessus, on peut les utiliser pour faire des recommandations, etc. Mais si on a du texte pur, aujourd'hui c'est très difficile. Donc justement, il y a des algorithmes de traitement de langage qui permettent de plus en plus de pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le texte, mais ça fait partie des données qui sont difficiles à utiliser. L'image, pareil, une image c'est énormément de données. Stocker en tant que tel, c'est beaucoup de pixels, beaucoup de gigaoctets. On ne sait pas les exploiter en tant que tel, donc ça fait partie des 97% des données qui sont inutilisables pour un algorithme classique. Et donc, il faut un apprentissage et il faut surtout une qualité dans la collecte. Donc c'est la problématique, si on suit votre raisonnement, c'est la problématique de l'instantanéité, donc la saisie de l'information en temps réel, et puis ensuite dans la qualité de la collecte, dans la masse d'informations, comment on va saisir ce qui est finalement pertinent.
et comment l'algorithme aujourd'hui peut traiter faire la part des choses entre le pertinent et le moins pertinent, si je puis dire. Exactement, et il y a un dernier point, c'est vraiment l'expérience de l'utilisateur qui va saisir la donnée. Si l'expérience de l'utilisateur, et ça je pense c'est un sujet qui est assez survolé dans ce domaine, mais si l'expérience de l'utilisateur qui va saisir la donnée est mauvaise, il ne va pas saisir la donnée dont on a besoin. La donnée va être sale et donc elle va être très mal utilisée derrière. Si c'est une très bonne expérience, on peut être garanti que la donnée sera de meilleure qualité. L'expérience donnée utilisateur, c'est vraiment au cœur de votre métier, vous, David Boussard. Oui, en fait, c'était notre point essentiel, c'est-à-dire que au-delà du fait que le produit peut avoir des interprétations bonnes ou mauvaises, si en amont l'utilisateur n'a pas la connaissance et les compétences suffisantes pour saisir la bonne donnée, on peut faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Et je pense que ça, c'est l'élément essentiel, et je rejoins un peu ce qui a été dit en introduction, c'est l'IA fera des choses exceptionnelles, mais en amont, ça reposera quand même sur la compétence humaine. Et là, il y a, en tout cas à Cépage, un travail qu'on essaye de faire, c'est la formation le plus possible des utilisateurs de nos offres. Dans un monde qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, en permanence évolution. Sur le domaine administratif, notamment patient, on a une complexité des règles de calcul de facturation. Et là, on doit être en avance de phase pour récolter de la donnée propre. La formation, c'est essentiel. Donc, vous êtes dans une approche très pédagogique, finalement, de l'utilisateur? C'est compliqué parce que c'est au-delà de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on peut faire le logiciel le plus utopiste possible, il faut quand même qu'il y ait des fondations derrière. Et pour moi, Et les fondations sont humaines? Elles sont humaines, c'est de la formation continue, en permanence, métier, pas que logiciel, mais métier. Aujourd'hui, on est vraiment confronté à ce point-là, et c'est un point vraiment essentiel. Donc à la fois, ça fait écho à la question de démarrage, finalement c'est très optique, parce que l'humain est donc important en amont, et il est très important aussi en aval. Sur les deux plans, c'est ce que vous disiez. Jean-Marc Le Drian. Oui, l'IA ne fera que proposer des actions qui devront être validées par l'humain. Donc pour nous, c'est une véritable aide. Là où l'humain seul n'a pas la capacité intellectuelle d'analyser une telle masse d'informations, la machine a cette capacité. Et ensuite va proposer un résultat et une action. Et c'est l'humain qui va valider ou pas cette action. Donc la machine fera mieux que l'humain en termes de masse de données analysées, ça paraît évident. Mais l'humain reste au cœur, et donc ce qui veut dire que c'est très optimiste, parce que donc l'IA ne nous remplacera pas, mais fera évoluer, si on prend les propos de David Boussard, en tout cas notre vision et nos fonctions, en tout cas, ça paraît évident. Absolument. Par contre, pour toutes les tâches subalternes à faible valeur ajoutée, on pourra déléguer à l'IA de réaliser ces actions à faible valeur. Je raconte une petite anecdote personnelle qui illustre bien ce propos. Pour l'info, hier j'avais un rendez-vous à Paris avec quelqu'un. Et 2 jours avant, mon téléphone sonne. Bonjour, je suis Julie, l'assistante de Jean-Marc. Je vous appelle pour vous confirmer votre rendez-vous de 14h avec Jean-Marc, très bien. Vous venez de Dijon, oui. Est-ce que vous avez besoin que je vous prenne un billet de train? Non, ce ne sera pas nécessaire, j'ai déjà pris le mien. Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Non, pas du tout, etc. Bref, petite conversation, ça se termine, je raccroche. Hier, je vais à mon rendez-vous, et en fin d'entretien, je dis à la personne avec qui j'ai rendez-vous, écoute, tu pourras dire ton assistante super très pro. Et il m'a dit, ça va être un peu compliqué, parce que mon assistante est une intelligence artificielle. Et j'ai été bluffé, j'ai été vraiment persuadé que j'avais une conversation, c'était pas une voix, vous savez, électronique des années 80, une vraie conversation avec une personne qui me répondait, et ça m'a bluffé. Et du coup, ça rejoint un peu aussi le propos, est-ce que je dois m'en réjouir ou est-ce que je dois m'en effrayer? C'est un peu je fais un peu entre les deux. Effectivement, là, vous donniez cette illustration de tâches qui, finalement, demain, pourraient, en tout cas, être remplacées par des intelligences artificielles. Comment, vous alliez intervenir tout à l'heure, David, vous avez perdu le fil, alors je reprends. Maintenant, si on reprend un peu, donc si on synthétise vos propos, vous dites que la data et l'intelligence artificielle va nous permettre de passer du réactif, qui était quand même plutôt le mode
de fonctionnement aujourd'hui à plus de prédictif. Et ça, je pense que c'est une vraie avancée. Comment SAP vous positionnez par rapport à ça? Alors, en fait, on ne peut que répondre à la demande de nos clients, et cette capacité à interagir en temps réel et à analyser et à prendre des actions a radicalement changé certains modèles économiques. On a des clients qui avant construisaient des machines pour les vendre, qui aujourd'hui ont changé radicalement leur modèle. Ils ne mettent qu'en location leurs machines chez les clients, et les clients ne payent que l'usage qu'elles en font. Donc il y a une transformation de l'usage. Absolument. Au-delà de la Du modèle économique. Du modèle Transformation économique. du modèle économique, et on vient ne payer que ce que l'on consomme. Oui, parce que chez SAP, historiquement, si on reprend l'histoire on va pas refaire toute l'histoire des SAP, la vie, l'œuvre des SAP, ce sera un peu long, il nous faudra plusieurs heures devant nous, mais effectivement, le point de départ, plutôt l'industrie. Absolument, 1972. Voilà, et puis depuis une quinzaine d'années, je crois. Une quinzaine d'années, oui. L'arrivée effectivement dans la santé. Et le constat que vous avez fait, peut-être que ça va surprendre un peu les gens dans la salle, mais que quand SAP est arrivé sur le marché de la santé, il y a eu une vraie surprise et une perception d'un retard, j'utilise le mot peut-être un peu fort, dans les process, dans l'utilisation, etc. Alors, on a fait le constat effectivement que d'autres industries étaient plus avancées sur des mêmes processus ou des mêmes flux d'informations que l'on retrouvait au sein d'un établissement de santé. Et ce, en partant des fonctions support back-office jusqu'au front-office ou la relation avec le patient, par exemple. Donc la relation patient, n'oublions pas que le patient au quotidien, avant d'être patient, il peut aussi être consommateur, et que dans ce domaine, il a pris de nouvelles habitudes. Donc l'évolution va se faire aussi, si je comprends bien, par le patient qui, lui, peut être demandeur et acteur, et qui peut-être peut aller plus vite ou plus demandeur que les professionnels de la santé eux-mêmes. Alors aujourd'hui, on voit, et vous le savez mieux que moi, la pression et le développement de l'ambulatoire, c'est un véritable enjeu pour l'avenir. Et effectivement, il convient d'appréhender ce nouveau modèle de communication et de lien qui doit perdurer entre l'établissement de santé et le patient, même lorsqu'il quitte les murs de l'hôpital. Yasser Gebari, quand vous avez eu cette initiative de vous lancer dans cette optimisation des blocs opératoires, comment vous est venue déjà cette idée? Parce qu'effectivement, au départ, de par votre parcours, qui n'est pas tout à fait prédestiné, j'ai envie de dire là ça, comment est venue l'idée de Dipor et comment vous le traitez aujourd'hui? Déjà, comment est venue cette histoire? Alors, c'est venu d'une opération chirurgicale que j'avais eue quand j'étais aux États-Unis, justement. Et j'avais noté, c'était un établissement, un assez grand établissement de renom, et j'avais quand même notifié énormément de retard de prise en charge. Et je me suis dit, bon, ce type de retard, dans d'autres industries, il serait absolument inconcevable, ou au moins qu'il y ait une traçabilité. Même la SNCF, on a beau critiquer, mais on sait quand il y a un retard, qu'il y a un retard. Des fois, on ne sait pas exactement quand, combien de temps. La plupart du temps, on sait quand même. On connaît un petit peu les raisons. Mais moi, en tant que patient, j'attendais d'être pris en charge sans vraiment savoir vers où j'allais. Et surtout, que ça prenait du temps et je ne savais pas pourquoi. Donc, en sortant de l'hôpital, je me suis dit, bon, je pense qu'il y a moyen d'optimiser des choses là-dedans. Je ne connaissais pas encore le domaine de la santé et j'avais rencontré quelqu'un qui faisait son master et son doctorat sur le bloc opératoire du futur à l'université de Houston, un Français. Et donc, voilà, on a uni nos forces pour créer cette start-up. Donc voilà une belle histoire finalement, mais alors aujourd'hui, 2 ans après le démarrage du projet Dipor, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que situe un peu Dipor et quels sont déjà les champs d'optimisation que vous avez pu obtenir? Donc là, on a commencé par le bloc opératoire. On s'est rendu compte que l'information sur le déroulement d'un planning opératoire se trouve dans le système d'information. Ce qu'il faut, c'est vraiment la sortir de manière pertinente et la présenter aux décisionnaires de la manière la plus simple possible. Parce que des décisions aussi simples que appeler le patient suivant
ça peut demander la collecte d'énormément de données qui sont le déroulement de l'opération en cours dans toutes les salles, la disponibilité des brancardiers, la disponibilité des salles, enfin des lits dans la salle de réveil, la présence ou non du patient. Et donc, finalement, les personnes qui doivent prendre ces décisions-là, en général, elles sont aussi en charge d'autres tâches plutôt cliniques. Donc on s'est dit, finalement, c'est intéressant d'avoir un outil intelligent qui collecte ces données-là et puis qui apporte cette information aux décisionnaires, dans le cas du bloc opératoire, le coordonnateur du bloc opératoire. D'accord. Et du coup, l'outil que vous avez développé aussi, en termes de saisie instantanée aujourd'hui? Alors justement, ça c'est la partie en aval, et on a fait le même constat que la qualité de la donnée n'est pas toujours au rendez-vous. Donc on a développé un système de collecte de données vocalement, un petit peu sur le mode de Siri ou Alexa ou autre, et qui permet aux praticiens et à l'infirmière de bloc opératoire de documenter l'opération en même temps qu'elle est en train de réaliser ses tâches. Parce que ça peut être vraiment des tâches qui demandent, par exemple, de sortir de salle, et en même temps, elle doit renseigner qu'elle est en train d'apporter un instrument, par exemple. Et donc l'idée, c'est de lui permettre, dans sa mobilité, de documenter ces informations-là, informations qui permettent de nourrir l'algorithme en aval.